La culture de masse tue-t-elle l'art? Commençons par définir les termes de cette problématique. La culture de masse, d'après le Larousse, désigne une forme de culture liée à la société contemporaine. Elle est souvent associée à une société de consommation où une grande part des rapports entre les hommes sont fondés ou régis par des processus économiques et où la consommation et les volontés des entreprises deviennent des phénomènes de société. En d'autres termes, il s'agit d'une forme de culture destinée au plus grand nombre et ayant de puissants soubassements économiques. Ces processus institutionnalisent les modes de vie et sont aujourd'hui fortement liés au processus de mondialisation. Ensuite vient l'art. Il désigne une activité, le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait, s'adressant délibérément aux sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. L'art est donc une forme de talent. D'autre part, nous pouvons considérer qu'une œuvre d'art est caractérisée par sa rareté due à son caractère unique. Le principe des masses est à contrario, le fait d'être partagé par un grand nombre. Son caractère unique disparaît alors. Ces deux termes sont donc diamétralement opposés. Alors il serait bon de se questionner sur le fait de savoir sous quels critères un élément de la culture de masse devient une œuvre d'art, puisqu'en effet, si tout peut devenir une œuvre d'art, alors une œuvre que l'on définira de classique ne risque-t-elle pas de perdre toute sa valeur? Les ready-made de Marcel Duchamp sont dans la continuité de ce que disait André Rouillet sur la peinture. L'œuvre LHOOQ, parodiant la Joconde, est l'exemple même d'une œuvre d'art qui fait maintenant partie de la culture de masse. À travers cette œuvre, Marcel Duchamp pointe cette dualité entre œuvre d'art et culture populaire. En effet, cette fameuse Joconde moustachue a fait le tour du monde. La preuve étant, je suis sûre qu'inconsciemment, l'image est apparue dans votre esprit. Alors oui, cela est distrayant, mais ne pensez-vous pas que cela ait fait perdre cette valeur à l'œuvre originale, bien qu'elle l'ait fait connaître à travers la planète entière? Très rapidement, il m'est quasiment obligatoire de mentionner Jeff Koons. Cet artiste reprend le principe de ready-made de Duchamp dans le sens où il représente des objets appartenant à la culture populaire. Il ne faut pas oublier que c'est avant tout un homme d'affaires. Il assemble des objets ou dessins populaires qui plaisent uniquement dans le but de vendre. Toujours pas convaincu? Prenons alors un exemple plus simple qui parlerait à tous, je pense. Il s'agit d'une vision plus large de l'art culinaire. Les sushis, des fameuses chaînes de restauration qui ont démocratisé cette nourriture à travers la France. Savez-vous que pour la plupart, elles ne sont tenues par des personnes appartenant à la culture japonaise? De ce fait, pensez-vous que les sushis et autres mets que vous dégustez ici dans l'Hexagone sont de vrais sushis? Il s'agit de la même histoire pour les pâtisseries à la française que vous pouvez trouver ailleurs dans le monde. Il y a un art derrière toute cette cuisine traditionnelle, et ce dernier peut se perdre à force d'être imité. Comme on dit, toujours imité mais jamais égalé. D'autre part, il est bon de savoir que le marketing culturel corrompt de même la production de l'art en la soumettant à des impératifs de mode et de marché. Pensez au cinéma. L'industrie cinématographique produit des blockbusters pour séduire les publics. Les financeurs n'investissent qu'uniquement dans des films pouvant rapporter beaucoup d'argent et non dans des films dont on ne sait s'ils vont faire des entrées. Par exemple, si je vous dis film 2011, noir et blanc, Jean Dujardin. Reconnaissez-vous le film? Il s'agit évidemment de The Artist. Eh bien, il faut savoir que le film ne trouvait pas de financement parce que personne ne croyait qu'un film en noir et blanc pouvait rencontrer le succès. L'industrie cinématographique fait donc un obstacle au cinéma d'auteur qui est de l'art. Prenons maintenant l'exemple des séries Netflix, relevant de la culture de masse. On reproche à Netflix de présenter essentiellement des séries et des films grand public. Pour divertir le public, un public qui se rend donc moins au cinéma, où il pourrait voir des films d'auteur et ainsi rencontrer des œuvres d'art. Pour mon dernier argument, je vous demanderai simplement s'il vous est déjà arrivé de reconnaître une musique, puis de vous dire « Ah mais oui, c'est dans la pub ». Je pense que oui. Maintenant que vous en êtes conscient, ne trouvez-vous pas cela très inquiétant? La chanson originale a perdu ici tout son art, tout son charme. Chacun d'entre nous, s'il est loyal et lucide, sent bien que ce mot culture de masse, à force d'avaler tout ce qui l'entoure, d'envelopper les réalités apparemment les plus hétérogènes, de les malaxer pour en faire une sorte de pâte molle, finit par inquiéter. Nous devinons que la place toujours plus grande, toujours plus centrale que la culture occupe dans notre vie, ne raconte plus grand-chose. En effet, comment prendre la mesure de ce qui n'a de contour? Trop à voir, trop à lire,
trop à entendre, trop à consommer et surtout trop à ressembler. Il me semble que vous serez donc tous d'accord pour dire qu'il y a une indéniable opposition entre la culture de masse, qui est un divertissement, et l'art, qui est une culture exigeante et nécessitant des efforts, mais qui nourrit intellectuellement et spirituellement. Enfin, nous pouvons affirmer que le divertissement procure un plaisir immédiat, mais vite oublié, alors que l'art nécessite des efforts, mais procure une satisfaction durable et profonde. Alors, à la question « la culture de masse tue-t-elle l'art ?» soit j'argumenterai brièvement en disant qu'elle est construite par les industries culturelles au prétexte de la rentabilité et de divertissement tue l'art, ou je répondrai simplement que oui, c'est une évidence, la culture de masse tue l'art.